bonsoir mesdames et messieurs sur YouTube, comment allez-vous aujourd'hui? Avec le chat qui n'est pas là. De retour aujourd'hui pour un reportage québécois. Et en plus de ça, d'horreur. Ouais, vous avez beaucoup kiffé en fait la dernière fois que j'ai fait ça. Et franchement, je me suis dit pourquoi pas continuer dans cette ligne-là. En même temps, vous faire découvrir une émission que moi je kiffais quand j'étais plus jeune, qui s'appelle Un tueur si proche. Je pense que je me serais jamais senti aussi proche d'un reportage vu que c'est au Québec. Bref, allons-y. Le retour du chat là. Dites bonjour. En plus, il y a des effets spéciaux là, c'est fou là. Chaque année, on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Merde, dans ma tête au Québec là, yo, c'est Happy Land là, yo, y a pas de meurtre, comment ça? Commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. Quand je les voyais ensemble, Évidemment. c'était magique. Moi, je me disais, j'espère que plus tard, je vais trouver mon prince charmant comme lui peut être avec elle. Attends, ça commence mal. C'est un bon parleur. C'est l'expression qui dit il pourrait vendre un congélateur à des Esquimaux. Je connaissais pas cette expression. Il y avait une force énorme dans les mains, dans les doigts. Ok, on parle de Robert Godette, les Ray. Est-ce que quelqu'un connaît ce tueur-là, peut-être dans mes Québécois dans le chat, là? Le seul tueur dans la vraie vie que j'ai connu, c'était, vous vous rappelez, là, Luco Rocco Magnotta, là? Ça a traumatisé ma génération, clairement, là. Ça a été un tueur au Québec. Je sais pas pourquoi son histoire était si creep, là. Si vous ne le connaissez pas, ne cherchez pas sur Internet. Parce que ce détraqué a quand même tué quelqu'un, il l'a filmé et les vidéos sont sur Internet. N'allez pas regarder ça. Tous les gens que je connais qui l'ont vu m'ont dit que ça les a traumatisés à vie. Et encore heureux! What the fuck, vous attendez à quoi, là? C'est pas un film, le truc, là? Il nous gronde, là. Ah, ok, on s'en visait à ce que je vois, là. Le diable entrait en toi. C'est un tueur très proche. Wow, l'intro là. Oh, par contre, je me rappelais pas en fait qu'il y avait un PowerPoint limite là. Regardez ça, wow. Des images de voitures, de sang. De gens qui ont pas l'air très bien, qui ont pas l'air nettes. Dans la nuit du 27 au 28 avril 2000, vers minuit 30, Robert Godette, âgé de 43 ans, rentre chez lui en état de choc. Comment ça? Il s'empresse de téléphoner à un de ses amis. Donc c'est lui le fameux tueur. Robert Godette habite un condo situé à Anjou, un arrondissement de l'Est de Montréal. Bah, je connais très bien, j'y ai vécu. Là, on peut pas faire plus immersif, là, je vous avoue. Je vous jure, vous me croyez si je vous dis que c'était dans les années 2000 que je vivais là-bas? Mais non, mais j'étais jeune, je devais avoir comme genre 6-7 ans, là. Son ami, un policier de la GRC, répond enfin. Ok, GRC, pour le que ça passe, c'est la police au Québec, là. Godette lui raconte que sa femme, Cindy Bouchard, vient d'être kidnappée. Évidemment. Godette a des égratignures au visage et Pourquoi? une plaie à la tête sur laquelle il tient un sac de glace. J'imagine qu'il était tombé en entrant chez lui, là. Comment ça, là? Godette n'a aucune idée de l'endroit où se trouve Cindy. Il est mort de peur. Il y a une compagnie de ménage au coin de Jarry et Parkway. À ce moment-là, lorsqu'ils arrivent sur les lieux, ils racontent qu'il y a un véhicule qui attend. Oh. Godette explique qu'il a demandé à Cindy de rester dans la camionnette pendant qu'il allait voir ce qu'on lui voulait. Dès sa sortie du véhicule, Bizarre cette explication. quelqu'un se jette sur lui. Oh. Il aurait perdu connaissance. Et environ, toujours selon ses dires, environ 1 heure. Oh, le scénario nul qu'il a inventé quand même, là. Oh, j'espère que les policiers vont pas tomber dedans, là. On sait un peu la fin de l'histoire aussi, là. Qu'elle a été enlevée, qu'elle a disparu. Alors là, ne sachant pas trop quoi faire, il prend son camion, il patrouille un peu le parc industriel, les alentours brièvement, tourner chez lui vers minuit 30. L'agent lui conseille fortement de tout de suite contacter le service de police de Montréal. Ben, logique, j'ai envie de dire, pourquoi ça n'a pas été son premier réflexe, là? On va dire que c'est la panique, là. Godette hésite à suivre le conseil de son ami. Lui, il dit, ça va peut-être causer des problèmes, peut-être la vie de Cindy est en danger, donc on va attendre un petit peu des coups que les ravisseurs appellent. Mais... Godette décide d'attendre au lendemain matin pour contacter le service de police de la ville de Montréal. Oh, le foutage de gueule, là. Comme il voulait pas faire plus évident que c'était lui le meurtrier, là. Il est trop con. Genre, déjà de base, il y a rien de plus, genre, suspect que quelqu'un qui appelle pas la police parce que sa copine a disparu. Mais réfléchis, genre. Il essaie de dormir quelques heures. Ah oui, mais forcément. Il est 3 heures du matin. Ah oui, j'ai oublié de vous prévenir que ma femme avait disparu. Robert Godette fait-il bien de ne pas prévenir immédiatement les policiers? La vie de sa femme Cindy est-elle en danger? Qui sont ces hommes qui ont attaqué Robert Godette et kidnappé Cindy Bouchard? C'est des personnages imaginaires. Le lendemain matin, Robert Godette est toujours sans nouvelles des ravisseurs de sa femme. Mais il s'attendait à quoi? Genre qu'il lui envoie un texto, genre t'inquiète, elle est bien arrivée? À 11h30, il se rend au bureau du SPVM, résolu à signaler la disparition de celle qu'il aime plus que tout au monde. Ouais, ça se voit. Mais l'animateur, là, il se fout de notre gueule. La jeune femme de 33 ans est autonome
débrouillarde et très indépendante. Ma sœur était très attendez, avant qu'on continue sur l'histoire là, j'aimerais bien avoir mes enquêteurs du chat. Selon vous, en fait, pourquoi il l'a tué? Qu'est-ce qui justifie tout ça, en fait, là? D'après moi, ça doit être une histoire de jalousie. Je sais pas pourquoi j'anticipe l'histoire de jalousie. Forcément, il y a plein de possibilités, mais pour l'argent, l'assurance... Nah, moi je pense, non, je pense que c'est pas pour ça. Je dis, moi je pense que c'est tromperie ou un bail comme ça. Puis je pense que elle a toujours été comme ça. Même quand elle était célibataire, on savait pas ce qui se passait trop dans sa vie. Donc elle est cachetière un peu. En 1964, les Bouchard s'installent dans le quartier Rosemont à Montréal. Puis de Rosemont déménagent sur la rive sud, à Saint-Bruno, quand Cindy a 8 ans. Depuis tout à l'heure, je vous jure, là, c'est trop choquant qu'il fasse référence à plein d'endroits que moi j'habite proche, là. Fille, je suis choqué. Très enjouée quand elle était petite. Oh là là. Elle était même tannante. Les parents de Cindy Bouchard divorcent quand elle a 18 ans. Ok. Pour la jeune femme, c'est un choc. Cindy décroche un emploi d'adjointe dans une grande entreprise. Son travail occupe une grande place dans sa vie. C'était sa vie de travailler. Elle aimait ça, puis elle se dévouait pour son employeur. Mais je pense qu'elle cache des trucs à son mari qui va créer de la jalousie, après il va devenir détraqué, il va la tuer. La jeune femme gagne un bon salaire. Elle n'est pas du tout pressée de se marier. Ok. Oh! Elle disait, tant que je trouverai pas la perle rare, je vais être célibataire, puis je suis bien célibataire. C'est en jouant au bowling en 1990 qu'elle fait la rencontre de Robert Godette, un bel homme âgé de 34 ans. Il n'y avait pas d'enfant, puis il en voulait pas. Puis elle non plus, puis comme elle était dans la trentaine, ben c'était parfait. Il avait déjà fait de l'exercice, il a fait du karaté, si je me souviens bien, il a monté jusqu'à la ceinture brune ou quelque chose comme. Il a fait du sport, il jouait à la balle, il était actif. Ok, donc on a le topo, le frérot était un peu in shape là. Cindy tombe passionnément amoureuse. La relation entre les deux amants ne tarde pas à devenir fusionnelle. Au début des années 90, Robert Godette est travailleur autonome. Il est régisseur de plateau pour différents événements. C'est comme ça qu'il y avait eu les Olympiques, il a fait Grand Prix de Trois-Rivières, qui a couvert même ici à Montréal la Formule 1. Ok, donc un grand régisseur à la télévision. Cindy est heureuse de présenter Robert à sa famille. Il mettait de l'ambiance dans une place et il était capable de faire le show. Les parties de famille. Oh, le fou! Il tient une assiette! Et, ça c'est la fête, là. C'était pas mal lui qui startait le party. C'est pas lui, là, mais je trouve ça drôle. Un très bon gars. J'étais bien heureux qu'elle ait frappé un gars comme ça. Il fitait bien à compte qu'on a eu, là. Ça allait très, très bien. Robert fait bientôt partie de la famille. Il rejoint l'équipe de balle molle de ses beaux-frères à Saint-Bruno. Les tourtereaux achètent un condo à Anjou où ils emménagent. RPZ! Rien ne permet d'anticiper la catastrophe qui se produira le soir du 27 avril 2000. Le lendemain de la disparition de sa femme, Robert Godette explique en détail aux enquêteurs ce qui s'est passé la veille. Vas-y, explique-nous ça, là. On va y croire pour de vrai, là. Godette précise que ses agresseurs étaient 4 Asiatiques de plus de 6 pieds. Quoi? Et suite à cette version-là, audio, on lui demande calmement de mettre ça par écrit. Donc, oh là, je sens là qu'il va commencer à écrire un scénario dans sa tête là pendant qu'il va faire les négociations avec l'enquêteur là. À tête reposée, puis il va écrire sa version des faits. Godette accepte de rester au poste et de se mettre à la disposition des enquêteurs. Mais il fait exprès ou quoi? Il est prêt à tout pour faire avancer l'enquête et retrouver la femme de sa vie. Oh, l'acteur nul! En 1992, le couple semble toujours vivre une grande histoire d'amour. Elle arrive un soir, je pense que c'était un mercredi soir, pour justement nous dire qu'ils sont en amour, Fait j'étais bien contente pour elle. Le mariage a lieu le 19 septembre 1992. Mais la jeune mariée va bientôt découvrir que son prince charmant cache de lourds secrets dont les conséquences seront dramatiques. Yo les reys, c'est pour ça que faites attention à qui vous rencontrez, vous connaissez pas le passé. Genre, est-ce que si vous rencontrez quelqu'un, est-ce que vous êtes du genre à chercher dans son passé, limite à faire le psychologue pour essayer de comprendre tous ses traumas ou peu importe et tout, d'où la personne vient? Moi je pense que c'est une bonne chose, je veux pas là. Comme t'as pas le choix genre. Le 28 avril 2000, dans les bureaux du SPVM, Robert Godette vient de relater aux policiers l'enlèvement de sa femme Cindy Bouchard dans des circonstances bien mystérieuses. L'enquêteur essaie de comprendre pourquoi on aurait pu kidnapper Cindy. J'avoue hein. Godette, qui a passé la nuit à réfléchir, reconnaît qu'il pourrait être en partie responsable du drame. Mais il va pas bien ce frérot là en fait là. Même dans le scénario qu'il invente, c'est lui le coupable, mais c'est un truc de fou. Je trouve ça tellement absurde. Genre rendez-vous compte, le frérot, sa femme s'est fait kidnapper devant ses yeux et après elle allait dormir, genre il a passé sa meilleure nuit. Il est allé...
Il avoue avec avoir sa couverture, là, son petit à des coussin. prêteurs asiatiques. Au cours des mois précédant l'enlèvement, ceux-ci ont communiqué avec lui à quelques reprises. Il semble qu'il se soit mis le doigt dans un engrenage infernal. Mais non, un Il narcotrafiquant? explique que dans un premier temps, il est allé faire un paiement de 5 000 et que là, ils ont dit, tu vas nous en donner plus et qu'il aurait été battu. Dans un deuxième temps, lors d'un deuxième paiement, là, ça a été la même chose. Là, il a dit, je veux plus. Ok, les règles, là. Je suis pas un criminel, mais pour 5000 balles, je kidnappe pas quelqu'un. Wesh, le risque est trop intense pour 5000 balles. D'habitude, il y a toujours quelqu'un qui pète des genoux, je sais pas, avant, non? Je vous en ai donné assez. Ça fait déjà 15-20 000 que je vous donne. Alors, à ce moment-là, selon ses écrits, on enlève son épouse, Cindy. Ouais, forcément, Par contre, oui. on aurait été la reconduire à leur condo à Ville d'Anjou. Donc, il retrouve son épouse au condo. Quoi? Mais c'était comme un message. Toujours selon Godette, Oh, il s'est perdu. l'escalade des exigences de ses agresseurs ne se serait pas terminée là. Et il termine sa déclaration écrite avec là, la troisième fois qu'il voit les Asiatiques, c'est-à-dire quand il se présente là, le jeudi soir dans le parc industriel d'Anjou et qu'il est attaqué par les 4 Asiatiques. Et la voiture, elle est où, en fait? Désireux de tout faire en son pouvoir pour que les autorités retrouvent Cindy, Robert Godette reconnaît que le montant initial de 5 000 $ qu'il a emprunté Ouais. était destiné à régler des dettes de jeu. Oh là là, yo! J.K. Rowling, là, il raconte... Qu'est-ce qu'il raconte, là, avec son film de merde, là? Gros scénario! On va faire un livre. En 1993, un an après leur mariage, Cindy Bouchard et Robert Godette continuent de filer le parfait bonheur. Il était toujours en train de la minoucher, mon amour, mon lapin, mon ci, mon ça, un petit bec-ci, un petit bec-là, une Mon tape lapin. là, collée. Cindy vérifie les entrées et les sorties Oh, de leur compte j'ai conjoint j'ai mal, les règles. quand elle réalise que des sommes importantes semblent s'être volatilisées. Oh, oh, oh. Croyant à une simple erreur, elle interroge Robert. Robert fait Godette quoi avec l'argent? reconnaît qu'il a emprunté l'argent manquant, mais jure qu'il compte le remettre sous peu. Enfin, qu'il avait des dettes, tu sais, avec sa femme. Pressé de questions par sa femme, il avoue qu'il a joué l'argent au casino. Robert commence par lui dire qu'il ne joue qu'à l'occasion et qu'il n'est pas un joueur compulsif. Mais comment veux-tu qu'on y croie? 5000 balles qui Cindy disparaissent. a bien du mal à le croire quand elle découvre l'ampleur du problème. Il s'est ramassé avec des dettes de 18 000 piastres en allant jouer au casino. Attendez, l'histoire fait peut-être un peu plus de sens, là, de ta coup, là. Imaginez, c'est vrai. Parce que les dettes de jeu, j'y crois, genre. Correct, on va payer tes dettes. On va les payer. Mais elle dit c'est la dernière fois. À moins qu'il a Donc, vendu les gens, sa ils vont femme. avec leur cœur, avec ce qu'ils connaissent. Et c'est tout à fait normal, quand on s'imagine ce que le joueur fait vivre à la famille, de vouloir, en premier réflexe, vouloir cacher, vouloir essayer aussi d'arranger les pots cassés. Parce que ce qu'on espère toujours au travers nos solutions qu'on tente, c'est que un jour, ça va se replacer. T'as un casino, tu sors de chez toi, t'as le vidéo poker qui est juste à côté. Puis j'étais quelle tellement horreur. par des heures de temps devant une machine. Quand je mets 3 000 $ dans une machine pour gagner 250 $, c'est balade, pas à peu près, là. Robert reconnaît enfin la gravité de son problème. Pour Cindy, le réveil est brutal. Comment ça? Peu de temps après, elle invite sa sœur Carole et son mari Guy à souper. Ok. Comme à son habitude, Robert est aux petits soins avec Cindy. La soirée s'annonce divertissante quand Comment ça? tout à coup, Cindy prend tout le monde par surprise. Ouais. Puis là, elle nous a mentionné que lui, c'est un joueur compulsif. Oh, quoi? Elle dîner à table comme ça avec la famille? Mais ouais, je suis dit. Puis il était là, il disait pas un mot. Là, elle nous a expliqué que dans son passé, il avait eu des problèmes avec ça. Oh, wow, mais ouais, c'était clairement le moment, en fait, là. Qu'il avait perdu une maison, qu'il avait perdu une blonde, qu'il avait perdu plein de choses. Puis là, je me suis dit, mon Dieu Seigneur, dans quelle galère elle s'est embarquée, ce pauvre enfant. Fait que je me disais que ça s'appelle l'horreur, là, elle commençait à être noire pas mal. Ouh là La là sortie là de là là là. Cindy a l'effet d'une douche froide. Mais elle aurait pu leur dire, mais quand elle n'était pas là, pourquoi elle a fait ça devant? Pour faire un état de choc? Pour... Devant les invités, Godette remercie Cindy d'avoir remboursé sa dette et lui promet de demander son auto-exclusion du casino. Oh, ça, c'est intéressant, je savais Cindy pas le que c'était prévient possible. que si jamais il recommence à jouer, elle le quitte. Dans leur cas, C'est un bel ultimatum. Ouais, choisis entre moi ou yo, en même temps, ça le donne une motivation. Moi, j'aime bien. Mais je me suis dit, c'est seulement, par contre, le truc bizarre, là, avec la famille et tout, comment elle a dû niquer l'ambiance, là. je pense que Cindy avait toujours espérance que ça fonctionne. Elle voulait faire fonctionner son couple. D'ailleurs, elle a tout fait pour le faire fonctionner, son couple. Cindy Non, mais je la décide comprends. de faire confiance à Robert. Tel que promis, il demande au responsable du casino de lui en interdire l'accès. Yo, c'est pas une fou preuve d'amour, en vrai de vrai, les règles. Genre, tu disais à la personne qui te choisit entre moi et le jeu, la personne, genre, choisis-toi, elle arrête totalement de jouer. Yo, moi, je trouve ça incroyable. Il y a quelqu'un qui, genre, coupe une de ses addictions pour toi, là, pouah, c'est un keeper. Après, bon, s'il te tue, c'est sûr, ça c'est pareil. Peut enfin reprendre son cours. Genre, c'est peut-être pas dans ce contexte-là. Pour quelque temps, car Robert Godette est incapable de respecter ses belles promesses. Ah oui, mais faut les tenir, par contre, là. Quelques mois plus tard,
sa période d'auto-exclusion terminée, Godette recommence à jouer. Oh non. Cindy ne met pas de temps à s'en rendre compte. Mais non. Elle le confronte. Robert ne peut le nier, mais il fait tout en son pouvoir pour la rassurer. Il a réussi à convaincre Cindy d'aller au casino. Ils sont partis, ils ont été. Ce soir-là, il aurait gagné un bon montant. Le scénario commence à devenir deep. Attendez, c'est toujours une histoire inventée là? Qu'est-ce que... What? Il y a 3 phases au niveau du jeu pathologique. Souvent, il va y avoir la phase de gain où la personne a fait un gain significatif dans les débuts. Mais il va tout mettre dans le jeu. Va retourner avec toujours la conviction de gagner, va gagner, va perdre, va gagner. Je vous préviens, il va tout remettre dans le jeu, c'est sûr. Va perdre et va tranquillement entrer dans la phase de perte où là, les pertes se font beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus grandes. Le joueur va jouer toujours avec l'idée qu'il peut se refaire. Donc, va augmenter les mises. Va chercher à se refaire jusqu'à ce qu'il soit devant un mur. Il va entrer en période davantage de détresse. Moi, je suis persuadée que le gain, la part du gain, ça va revenir, là. Moi, je vois des machines avec des jackpots de 400 c'est effrayant, en vrai, de vrai, là. Quelqu'un qui a dit ça. Je suis persuadée que c'est pour moi, ça. Je vais gagner ça. C'est pas ça qui arrive. Je vais perdre, je vais perdre, je vais perdre. Godette est comme tous les joueurs. La réalité finit par le rattraper. Il perd d'importantes sommes. Cindy le découvre, mais cette fois, elle ne se confie plus à sa famille. Quand il va réaliser son échec à contrôler ou à faire changer le joueur de comportement, le proche va tranquillement entrer en phase d'épuisement, où là, il peut y avoir un fort sentiment d'échec, où là, il va y avoir une humeur dépressive. Ça paraissait tellement pas dans le couple que ça allait pas bien. Il y a tellement de situations comme ça, là. C'est difficile à dire. C'est sûr que je le savais, puis qu'il y avait des choses qui marchaient pas. La famille, on s'en doutait, parce qu'on savait qu'il y avait recommencé à jouer. Dans les bureaux de la police, les révélations de Godette permettent aux enquêteurs de se faire une nouvelle idée des circonstances entourant l'enlèvement de Cindy. Ok, là, on va voir la vérité, je pense. Les recherches pour la retrouver, Godette prévient Richard Potvin, son beau-frère. Il m'a appelé la première fois le vendredi après-midi. Quand il m'a appelé, il me dit « J'appelle toi parce que je sais que tu vas être capable de parler. » Il dit « Moi, non, je suis trop émotif. » Ok, il a parlé à personne de la famille parce qu'il était émotif. Mon beau-frère Richard m'appelle pour me dire, écoute, est-ce qu'un détective t'a appelé? Il semblerait que ta sœur Cindy est portée disparue. Puis là, j'ai dit, ben voyons donc, il n'y a pas personne qui m'a appelé, ça tient pas debout, ça. Ah ouais, ben oui, encore une autre fois, une preuve que c'était lui, là, parce qu'il dit à aucun membre de la famille. Mais quel mal. Yo, ce gars-là est trop bizarre, là. Fait qu'il dit, ben c'est pas des blagues, là, Carole, c'est vrai. Oh, je pense qu'on va vraiment... Carole, la sœur de Cindy, appelle Godette pour en savoir davantage. La voix remplie de sanglots et les nerfs à vif, Godette lui raconte toute l'histoire. Je le crois pas du tout, du tout. Je me dis, ça tient pas debout. Voyons donc, j'ai jamais entendu une histoire pareille. Jean m'a dit, t'as compris, explique-nous. Ils vont forcer, là. En haut, faire simple, tous les membres de la famille sont sous le choc parce qu'en fait, ils apprennent après que la meuf est kidnappée et personne n'a été prévenu. Et ça, franchement, là, ça prouve encore une fois que c'est lui le coupable, là, parce que, il me semble que c'est la moindre des choses que de contacter la famille. Avec le consentement de Godette, on met sous écoute électronique son cellulaire, son téléavertisseur, ainsi que le téléphone de son domicile, au cas où les ravisseurs appelleraient pour obtenir une rançon. Oh, mais attendez, la police sont pas si débiles. Plusieurs points demeurent obscurs. Il reste au bureau. Notre polygraphiste relit la déclaration et informe les enquêteurs au dossier qu'il semble cacher des choses. Il cache des choses. Mais quoi? On n'en a aucune idée. Le 28 avril 2000, autour de 20h, l'enquêteur décide d'emmener Robert Godette sur les lieux de l'enlèvement. Il demande à Godette de reconstituer la scène telle qu'elle s'est déroulée la veille. Oh, c'est là qu'il va commencer à bug, là, dans son scénario, c'est sûr, là. On sait que dans ce genre d'histoire-là, c'est forcément quelqu'un de la famille, là. Je sais pas comment définir ça, mais un truc de kidnapping ou peu importe, là. C'est souvent des... Les policiers ont beau passer les lieux au peigne. Voilà, c'est ce genre de scénario. Ils ne trouvent aucune trace de Cindy. Vers 23h, sur le chemin du retour, il s'arrête au domicile du couple pour prendre des photos de Cindy et les relevés de cellulaire de Godette. Il a prétendu avoir parlé plusieurs fois aux ravisseurs au cours des derniers mois. Oh. Robert leur remet les photos, mais il semble incapable de trouver les relevés téléphoniques demandés. Comme par hasard. On lui demande tout simplement si on pouvait prendre ses jeans, parce que naturellement, toute victime, des fois, il peut y avoir des choses, des indices. Vu qu'il a été attaqué, il aurait pu avoir des indices quelconques sur les jeans. Sur les jeans? Les policiers quittent en promettant à Robert Godette de le tenir au courant de leurs recherches. Lui, il est resté en caleçon là chez lui, là. Godette se prépare à passer sa deuxième nuit sans Cindy. Oh, mais il dort serein. Je ne pourrais... Je sais pas comment il fait, genre, forcément, ça n'est traqué. Comment tu peux dormir sereinement? Du 28 au 29 avril 2000, les recherches pour retrouver Cindy Bouchard se poursuivent. Les enquêteurs ont-ils raison de croire que Godette leur cache des choses? Bah oui. Ces dettes de jeu sont-elles vraiment à l'origine du drame? Non.
C'est un superfuge. Le jeudi 27 avril 2000, Cindy Bouchard disparaît. Elle aurait été enlevée par des Asiatiques à qui son mari, Robert Godette, un joueur compulsif, devait de l'argent. La BO du reportage est si dramatique. Je vous jure, j'aime trop ça. Vous avez pas l'ambiance un peu genre creepy et tout, là, j'aime bien. Ça met dans l'ambiance. Au matin du samedi 29 avril 2000, Godette contacte à nouveau l'enquêteur responsable du dossier. Oh, c'était sa vraie tête. Ok, donc il déconnait pas avec la marque ici et tout. Là, je me disais, l'acteur, ils l'ont un peu abusé, là, mais... Oh, ouais. Godette contacte à nouveau l'enquêteur responsable du dossier. Et là, il déclare avoir une nouvelle version, c'est-à-dire... Quoi? Mais il est débile. Il est arrivé avec un remake, là. Mais il est débile. L'enlèvement est bel et bien réel. Ce n'est pas des Asiatiques, ce sont des Arabes. Encore les Arabes! Putain, toujours eux, hein? Ça serait 5 Arabes. Et que tout ça a rapport avec une extorsion que Cindy, son épouse, elle-même, avait planifiée. Ben oui, hein? Dans le but de payer la dette de jeu de son mari. L'enquêteur a du mal à comprendre. Pourquoi Godette n'a-t-il pas donné cette version au départ? Mais oui, mais... Il se fout de la gueule de les enquêteurs ont dû le regarder tellement bizarrement. Donc, on revient au même point. Tout ça se passe le jeudi soir, le 27, au même endroit. Mais là, c'est 5 Arabes qui l'attaquent. Et là, il nous dit qu'il fait du karaté, là, qu'il s'est battu. Ouais, le deuxième scénario est moins bon, là. Il y a trop de combats, là. Pas assez débattu. Il y en a probablement blessé ces 5-là. Et là, à un moment donné, un des Arabes en question a ressorti une arme. Il a arrêté la balle comme ça, genre comment? Aurait mis l'arme sur la tête à Cindy. Et là, il a arrêté. Mais oui, évidemment. Oh, le film! Il a été frappé et on a enlevé... Cindy. Les doutes de l'enquêteur sur la sincérité de Godette commencent à devenir certitude. Oh, voilà, c'est bon, là. Agacé, ayant le sentiment de perdre son temps, il change de ton. Les enquêteurs qu'il rencontre à ce moment-là lui disent, écoute, d'après nous, c'est impossible que tu te battes avec 5 personnes puis que t'aies pas d'autres blessures. Que j'ai envie de dire oui, c'est logique, là. Et là, spontanément, il a enlevé son chandail puis il a montré aux enquêteurs qu'il n'y en avait pas. Et déjà, c'est un autre soupçon de plus qui s'ajoutait. Mais il est trop con, il fait que s'enfoncer. Pour l'enquêteur, cette histoire d'enlèvement tient de moins en moins la route. Quels autres secrets Godette dissimule-t-il encore? Il a quand même essayé de justifier un 5v1. Mais c'est un truc de fou. Et c'est son deuxième scénario. Cindy et Robert sont mariés depuis 5 ans quand il lui annonce une bien mauvaise nouvelle. La compagnie de production et d'événements pour laquelle il travaille vient de l'avertir qu'elle ne peut plus l'engager. Comment ça? Quoi? Il se garde bien d'en donner les vraies raisons à Cindy. Il avait été accusé au tournoi Pee-Wee à Québec d'avoir volé dans le vestiaire des gens. Évidemment, il y avait... pour ceux qui comprennent pas, il a été accusé de voler dans les vestiaires des Pee-Wee. Les Pee-Wee, c'est genre vous savez, les tout petits là qui font du hockey en fait. Il a volé dans des vestiaires d'enfants. Bizarre. Tout ça, mais c'est suite à ça qu'il a perdu sa job. Et à cause de ça, il a perdu son travail là. What the fuck? Si on commence par exemple à mentir à tous et chacun, si on commence à voler pour aller jouer, et vous pouvez imaginer la détresse que ça peut créer chez des gens qui par ailleurs sont honnêtes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le joueur pathologique n'est pas par définition quelqu'un de malhonnête, mais apprend la malhonnêteté pour pouvoir nourrir son trouble d'impulsion. Ah, forcément, c'est problème de jeu. Me dit, là, je suis bien tannée qu'il soit toujours à la maison. Puis je pense que c'est là qu'il y a eu l'idée de commencer à faire des ménages commerciaux dans des établissements, des compagnies. Ok. Cindy convainc Robert que ses beaux-frères peuvent l'aider. Guy est prêt à lui apprendre le métier et Richard peut l'aider à dénicher ses premiers contrats. Pour des raisons évidentes, Cindy propose de s'occuper elle-même de la comptabilité. Il était, on pourrait dire, un bon vendeur. Il avait la parole facile, donc il était capable de vendre sa salade bien comme il faut. La nouvelle compagnie de Robert Godette est prospère. Malgré cela, le démon du jeu continue de faire ses ravages. Cindy... J'avoue que c'est de plus en plus trouble là. Vous pensez encore une fois que c'est une question de jalousie là? Maintenant on est vraiment parti juste sur un délire de jeu. Qu'est-ce qui a pu y arriver? Genre wesh, il a vendu ses organes là? Qu'est-ce qu'il a pu faire? Pourquoi découvre les nouvelles pertes de Godette en faisant les comptes de la compagnie. Elle le confronte. Les disputes recommencent de plus belle. Les problèmes de jeu et d'argent affectent le caractère de Godette. Il devient irritable et impatient. Ok. Dans les bureaux du SPVM, l'enquêteur se demande pourquoi Godette a changé de version. Il ne comprend pas non plus pourquoi les ravisseurs, qu'ils soient asiatiques ou arabes, n'appellent pas Godette pour poser leurs conditions. Bah j'avoue, hein, logique. À un moment donné, il arrive à une 3e version. Non, il a pas fait ça. C'est qui maintenant là? Vous pensez c'est qui les prochains les reilles? Là, il explique que les égratignures
c'est Cindy qui l'a fait, qui était dans le camion. C'est Cindy qui les a... Il est trop débile. Qui attendait naturellement les Arabes pour l'extorsion, pour l'argent et tout ça. Parce que lui, il était en désaccord avec l'extorsion, qui nous explique. Hein? Lui, il trouvait ça inconcevable que Cindy, une femme honnête, fasse une extorsion de 25 000 pour payer sa dette. Fait que lui, là, c'était un conflit majeur entre les deux, qui nous explique. Et là, il y a une altercation verbale, puis là, il abrasse un petit peu, il la prend par les bras, puis là, c'est elle qui le graphine. T'avais oublié ça, frérot. Il a oublié de préciser ça. Il a avoué spontanément qu'il n'y avait pas eu d'enlèvement. Mais quoi? Puis qu'il avait quitté le camion. C'est la 3e version de Godette en 3 jours. Quel Pour génie. l'enquêteur, c'est la goutte qui fait déborder le vase. C'est bon, là. Elle est où, là, maintenant? Dis-nous, la Cindy, elle est où? Immédiatement, naturellement, les enquêteurs n'avaient pas le choix que de le mettre en état d'arrestation. Forcément, merci. Pour un voie de fait sur Cindy Bouchard, qui venait d'admettre un voie de fait, une violence conjugale, si on veut, et un méfait public, parce qu'il venait de faire travailler le service de police de la ville de Montréal pendant presque 3 jours sur un enlèvement qui n'a pas eu lieu. Dans la nuit du 29 au 30 avril, vers 1h45, c'est lui. Les policiers emmènent de nouveau Robert Godette sur les lieux de la disparition de Cindy. La tension est à son maximum. L'enquêteur cherche par tous les moyens à forcer Godette à dire la vérité. Godette conserve son mutisme. Au bout d'1 heure, alors que l'enquêteur le questionne encore sur ses disputes avec Cindy, Godette finit par laisser tomber que cette fois, c'était la plus violente. Mais c'est arrivé qu'une seule fois. Godette n'ajoute plus rien. Mais quel... L'enquêteur essaie de le faire réagir en le menaçant de lui enlever son alliance de mariage. Godette résiste, mais ajoute que Cindy lui a toujours dit qu'il ne connaissait pas sa force. Quoi? L'enquêteur ramène Godette au poste. Au matin, le dimanche 30 avril, vers 7h30, les policiers avisent Godette qu'il est soupçonné d'être impliqué dans la disparition, voire la mort de sa femme. C'est quoi sa réaction? C'est quoi sa réaction? L'enquêteur tente de savoir où il a disposé le corps, parce que là, c'est clair dans notre tête que c'est lui qui a disposé de sa conjointe. Donc, on lui demande, est-ce que ça serait bon pour la famille? Ça serait, écoute, la famille te serait reconnaissante si tu pouvais nous dire où elle est, tout ça. Bon, là, il y a des heures, naturellement, qui s'écoulent, parle pas beaucoup. Honnêtement, j'ai répété un plomb, moi. Enquêteur, là, vous pourriez négocier avec quelqu'un qui retient une personne pendant des heures. Vous connaissez les heures pédagogiques? C'est ça, hein? Et là, à un moment donné, il demande une pause pour appeler son avocat. Godette ne réussit pas à le rejoindre. Épuisé, il révèle enfin à l'enquêteur l'endroit où il a disposé du corps de Cindy. Donc il avoue l'avoir tué. Immédiatement, une escouade retourne à l'endroit où a disparu Cindy. Oh my god. Cette fois, les enquêteurs passent le bâtiment au peigne fin, mais ils ne trouvent aucune trace du corps de la jeune femme. Il a encore créé un autre scénario, là. Pendant ce temps, seul dans la salle d'interrogatoire, Godette laisse couler quelques larmes. Quand l'enquêteur revient, il se dit prêt à tout raconter. Enfin! Même là, je suis pas sûr que ça va être vrai. Cette nouvelle version de Robert Godette sera-t-elle plus vraisemblable que les précédentes? Seule la découverte du corps de Cindy pourra le confirmer. Mais c'est bizarre parce qu'ils ont toujours pas le corps. Il lui devait de l'argent, ils sont embrouillés, il l'a tapé, après il l'a tué. Voilà, pas plus compliqué que ça, là. Les problèmes de jeu de Godette avaient fini par empoisonner la vie du couple. Le jeu pathologique ne conduit pas en soi au meurtre de quelqu'un. C'est davantage un facteur parmi plusieurs autres. On peut parler d'une personnalité impulsive, on peut parler de personnalité narcissique, borderline. On n'est pas parfait, tout personne n'est parfait, mais une personne, si je dois rencontrer quelqu'un dans ma vie et que j'apprends que la personne justement a des problèmes de jeu, c'est l'ultimatum direct. Et même là, en vrai de vrai, il faudra des ultimate preuves. Là, est-ce que vous pourriez, vous, garder cette personne-là? Il y a plein de trucs que je pourrais laisser passer, mais problème de jeu... Mauvais bail. Non. Avril 2000 à 17h30, Robert Godette va chercher Cindy à la fin de sa journée de travail. Comme tous les jeudis, il la prend à la station de métro Radisson pour l'emmener à sa partie de balle à Saint-Bruno. Mais non. Le jeudi, il est allé jouer à la balle. Il était avec Cindy. Cindy? Quand j'ai parlé à mes amis, j'ai trouvé Cindy pas très bavarde, pas très jasante, mais ça peut arriver une journée comme ça. En plus, c'est son beau-frère. Mais lui, il était de bonne humeur, puis tout, puis il me disait que c'était Robert qu'il connaissait, de bonne humeur. Tout allait bien. Cindy et Robert quittent leurs amis pour rentrer à la maison. Robert a un contrat de nettoyage et il doit passer se changer. Quand ils arrivent au condo, Cindy, qui craint toujours qu'il ne cède à ses démons, propose à Robert de l'accompagner. Elle prétexte qu'à deux, ça ira plus vite. Les tentatives de contrôle chez les proches sont tout à fait normales. Tout être humain normalement équilibré va chercher à contrôler l'autre qui est en train de flamber tout l'argent. J'ai envie de dire ouais, logique. Ils se rendent à la compagnie en question. Au moment où Godette coupe le moteur de sa camionnette dans le stationnement de la compagnie, la dispute éclate. Oh là là, Cindy était trop amoureuse là, elle voulait vraiment que ça fonctionne là. T'as vu? Oh putain, c'est dégoûtant là de voir ce genre de scénario là.
Tout probablement qui est arrivé. Il a voulu dire qu'il y avait peut-être où les comptes rentraient, puis il fallait qu'ils disent, parce que probablement qu'elle aurait vu les comptes, puis là, ben, ça a sauté. Puis que semblerait-il qu'elle aurait dit « T'es bien pareil comme ton père », qu'elle lui aurait donné une claque. Après ça, ben, puis il a sauté à gauche. Wow. Oh, le fou! C'était fini, là. Il avait dit, puis tout le monde le savait, là. Mais quel psychopathe, là, frère! Et en fait, ok, le truc est horrible, ok? Mais d'où son premier réflexe, c'est d'avoir dit que c'était 4 Asiatiques qui étaient venus? Genre, c'est ça qui me choque. Je sais que Sandy, la raison aurait pris le dessus de l'amour. Je suis certain. La manière que c'était une fille qui était droite, puis avec le caractère qu'elle avait aussi, là, elle était capable d'avoir du caractère. Oh, man. Oh, t'es pas obligé de voir son visage, là, c'est fou. Elle était capable d'avoir du caractère. D'après moi, c'est ça. Il a annoncé qu'elle quittait, il l'a pas pris. Ah, il pouvait qu'avoir moins de QI pour pouvoir tuer quelqu'un, là. Souvent, chez ces gens-là, c'est vécu comme un très grand abandon. Et chez les gens susceptibles de poser des actes aussi graves que tuer quelqu'un, l'autre personne, souvent, est considérée comme le prolongement de soi-même. Oh! Oh, mais c'est sûr à 100%. Déjà que je voulais pas, mais confirmé. Quelqu'un a un problème de jeu, là, pas dans ma vie. Vous êtes des viewers avec des problèmes d'argent, pas dans ma vie. L'autre personne devient essentielle à sa vie. Oh là là, c'est comme impossible. Donc, il ne peut même pas envisager l'idée d'une rupture. Ce serait comme rompre avec soi-même. Goddett réalise avec horreur qu'il vient de tuer sa femme. Il ne sait plus quoi faire. Il décide finalement de cacher le corps à l'intérieur de l'immeuble. Quoi? Mais déjà, il invente des scénarios nuls et en plus ça, il met dans le droit où il travaille. Mais quel imbécile! Goddett enferme le cadavre de sa femme dans une petite pièce qu'il referme à clé. Mais en mode genre personne va trouver. Il appelle un employé qui devait venir le rejoindre pour lui dire de rester chez lui. Il va faire le ménage seul. Il est allé se promener pendant 1 heure pour savoir quoi faire avec le corps. Il n'a pas appelé le 911. Il a pas ouais, dit, les gars, il devenait, mon Dieu, devenait psycho, là. Peut-être quelqu'un peut faire de quoi? Après ce temps de réflexion, il fait demi-tour et revient sur les lieux du drame. Ok. Il a réfléchi à son affaire, puis là, il est rentré, et là, il a pris le corps, il l'a placé dans une boîte, une grosse boîte de carton. Il a mis d'autres déchets, d'autres recyclages dans la boîte. Il a pris le lift de la compagnie à l'intérieur et il a placé cette boîte-là dans le conteneur, sachant que le vendredi, le lendemain, la compagnie passait pour récupérer les différents conteneurs. Oh, le psychopathe! Oh, le mal son... Attends, ça veut dire que le corps, il est déjà dans un bateau et genre... Goddett raconte à l'enquêteur que le samedi 29 avril, avant de venir le rencontrer la seconde fois, il a téléphoné à la compagnie où il devait faire le ménage pour demander si le camion à ordures était venu vider le conteneur. Oh là, mais non! Oh, c'est horrible! L'employé lui a répondu que le camion n'était toujours pas passé. Pourtant, l'escouade partie fouiller les lieux n'a toujours pas retrouvé le corps de Cindy. Refusant de baisser les bras, l'enquêteur appelle à son tour la compagnie de ramassage de déchets. Non! La pression est forte. Si les autorités ne récupèrent pas le cadavre de la victime, il leur sera difficile d'accuser Goddett de l'avoir tué. L'enquêteur communique ensuite directement avec le camionneur en question. L'homme représente leur dernière chance de retrouver le corps de Cindy. Oh, j'espère qu'ils vont en trouver au moins, là. Une bonne nouvelle attend enfin les autorités. Oh, phew, ok. Le chauffeur de camion, quand il est allé chercher le conteneur, il a eu comme des problèmes de circulation, puis c'était rendu trop tard pour lui pour aller à Drummondville, aller vider son camion. Donc, il est revenu à sa compagnie, toujours dans le parc industriel d'Anjou, puis il l'a stationné. Sans ce retard, le chargement du camion à ordures aurait déjà été acheminé au centre d'enfouissement et la découverte du cadavre de Cindy aurait été plus qu'improbable. Oh, c'était le camion numéro 126. Normalement, la boîte, c'est-à-dire le corps de Cindy, devait être dans ce camion-là. Vers 19h, après avoir vidé le contenu du camion 126, là, je suis en train de juste me dire un truc. Vous vous rendez compte, si le frérot avait pas été aussi débile dans son scénario, il aurait pu faire le meurtre parfait, là. What the fuck, il a mis dans un conteneur qui aurait pu se retrouver dans un truc... Vous vous rendez compte, ça veut dire que peut-être, dans des suites d'enfouissement, il y a peut-être des corps. Bro, what the fuck? Les policiers découvrent Cindy. Enfermée dans sa boîte, le corps a séjourné 3 jours dans le conteneur, puis dans le camion. Le 30 avril 2000, Robert Goddett est Allez, prison à vie, STP. Officiellement accusé du meurtre de sa femme, Cindy Bouchard. Il prétend avoir cédé à une impulsion et l'avoir étranglée. L'examen du corps va-t-il confirmer sa version des faits? Bah, je pense que oui, là, on en a pas besoin de plus. En vrai, imagine les plot twists, là, c'était encore les Arabes. Impulsif éclaire les enquêteurs sur les circonstances du drame. Ça, j'étais pas prêt, par contre, tout à l'heure, là.
Oui, le docteur Trudeau a pratiqué l'autopsie le 1er mai. Puis, naturellement, c'était très évident qu'elle était décédée par strangulation, c'est-à-dire par asphyxie par strangulation manuelle. Donc, carrément étouffée. On était tous ici quand ils sont venus nous l'annoncer. Ça roule tellement vite, là. Premièrement, on dirait qu'au début, on le croit pas. Ça rentre pas, on n'enregistre pas. Peu importe l'âge que tu le vis, c'est un meurtre, c'est un deuil. C'est difficile c'est horrible, à encaisser, surtout du fait que tu connais le meurtrier. Le lendemain de l'arrestation, le 1er mai 2000, Godette comparaît au palais de justice de Montréal pour répondre du meurtre non prémédité de sa femme. Il va monter un autre film, là? Un autre scénario? Le 15 mai, il est remis en liberté provisoire. Quoi? L'enquête préliminaire a lieu le 22 janvier 2001. La défense soutient que les aveux de Godette ne sont pas admissibles en cours. Pourquoi? Pourquoi? Oh my god! Les avocats de la défense là-dessus. À cause des conditions dans lesquelles ils ont été obtenus. Quoi? Godette était dans un état de fatigue extrême et alors? Policiers ont joué sur ses émotions pour le faire craquer. Mais c'est le but, on parle d'un meurtre là, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Quoi? Comment ça me surprend même pas? Je vous jure, au début je me suis dit bon, il va prendre quoi, 5 ans frérot là? Qu'est-ce que c'est que cette merde? La juge Côté donne raison à la défense. Quoi? Pourquoi faire? La vidéo des aveux ne pourra pas être utilisée, mais la juge refuse que le procès soit annulé. Mais quoi? Il vous faut quoi de plus? La preuve les règles que la justice partout dans le monde c'est de la grosse merde là. On venait de perdre la preuve majeure qu'il avait fait, puis ils ont travaillé très fort pour le faire accuser, pour le maintenir accusé. Le procès débute le 30 avril 2002. Ok, enfin. Les proches de Cindy se voient forcés de le côtoyer dans les corridors du palais de justice. C'est horrible. Oh, c'est horrible! À un moment donné, il a passé à côté de moi, puis il a passé très près. Puis j'ai dit, la seule consolation que j'ai, c'est que ma sœur va te hanter pour le reste de tes jours. Bon, franchement, bien répondu, madame. Là, franchement, là, moi, je vais donner un coup de taser, là. Puis il a continué, puis rien. Le 3 mai 2002, les membres du jury annoncent leur décision. Robert Godette est reconnu coupable de meurtre au 2e degré. Pour les proches, c'est un immense soulagement. Il a pris combien? Quand il nous fait l'annonce du verdict, on dirait qu'il venait de nous enlever une tonne de pression sur ses épaules parce qu'on n'était pas sûr, c'était encore un pile ou face. C'est fou de se Robert Godette est condamné à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 12 ans. Attendez les reilles, je dois juste aller vérifier un truc parce que comme je l'ai dit, c'était mon ancien spot. On joue Robert Godette. Si le frérot est libéré, je pète un plomb. Yo les reilles, yo les reilles. C'est quoi cet article? Le meurtrier Robert Gauthier conserve sa semi-liberté. Le meurtrier qui avait assassiné sa conjointe en l'étranglant il y a une vingtaine d'années demeura en semi-liberté. Déjà semi-liberté depuis août 2020. Yo les gars, y'a pas quelqu'un qui veut m'accueillir dans un spot où il n'y a pas d'humain là? What the fuck là? Yo, je vais me rappeler de cette tête si je le croise dans la rue là. Ouh, je lui fais un fou tacle glissé là. Ok, le rapport de la commission conclut présentement que l'homme âgé de 62 ans présente un faible risque de récidivisme. Comment ça? Il a tué sa femme. Advenant un retour dans la société, des experts ont décidé, déceler un trouble de la personnalité narcissique. Ben j'ai envie de dire oui hein. De même qu'un problème de dépense au jeu de hasard. Quel hasard? Mais c'est un truc de fou. Attendez quoi? Depuis plus d'un an, Robert Godette vit à l'extérieur du pénitencier mais doit se soumettre à une série de règles et retourner chaque soir en maison de transition. Donc là, à tout moment, je peux le croiser ce mec-là dans les rues. La justice, la fameuse, mes chers, j'ai envie de dire là. Oh my god. Oh, je suis dégoûté là. Et par contre, là, c'est la fin du reportage. Comment vous avez trouvé ça? L'ambiance a été creep, les musiques étaient lourdes et tout. Je vous avoue que le fait que ce soit réel et que ce soit dans le périmètre où j'habite, je me dis, je suis pas heureux là. Oh non, mais c'était quand même pas mal là. Émission québécoise, comme je l'ai dit, là, un tueur si près. Pour vous rappeler que les tueurs sont si près. J'ai le jack et le coca tonight. Je rajoute le H et les 2 heures, je m'arrête. C'est bientôt l'aube, je vois la couleur du sky. Il s'en fout des marques, elle veut que du design. Tellement de conneries dans ma vie, je pourrais même pas toutes les citer. Toi, si t'es mon ref, j'espère que tu vas pas hésiter. Si ça finit mal, on va pas dans la vie. C'est qu'on fait du sale, je veux pas parler, c'est la vie.